Je suis optimiste. Je vois l'avenir du Congo briller. Je vois un Congo grand. Je vois un Congo, je dirais, retrouvé. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora, même au Congo. Les Congolais ne sont plus les Congolais d'hier. Les Congolais écrivent, les Congolais lisent, les Congolais s'instruisent. Et c'est la grande différence du Congo d'hier. Et quand je vois le mouvement, par exemple, de résistants, les mouvements de combattants, d'autres mouvements de pression, c'est des choses qui me donnent encore de l'espoir. Et quand je regarde, par exemple, nos compatriotes de l'Est, je dirais cette volonté de donner leur propre vie pour le Congo, ça me fait chaud au cœur. Vous savez, je considère que l'histoire, c'est nous qui devons l'écrire. Faux ou vrai, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est de donner une identité aux Congolais. Parce qu'au Congo, les peuples n'existent pas. Alors, pour qu'un peuple existe, il faut des références. Et je pense que Simon Kimbangu est un référent très utile pour créer une nation. Et je dirais ceci, c'est que c'est un livre un peu qui parle des relations internationales. Parce que nous devons comprendre une chose, nous sommes dans le monde. Et si nous ne venons pas vers le monde nous rattrapera. Nous devons construire le Congo en ayant conscience du monde. Nous devons trouver notre chemin en ayant conscience du monde. Les Africains ont vu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vu le Belge, le Français KO, les gens qu'ils considéraient comme des gens imbattables. Et là, ils se rendent compte que non, dis donc, ces gens-là peuvent aussi tomber. Disons qu'ils avaient des défaillances, c'est ce que j'ai démontré dans une conférence qu'on a tenue dernièrement à Sassou. Voilà, et en même temps, pousser les États-Unis pour la décolonisation, et la bête n'avait plus la force qu'elle avait. Et en ces moments-là, la bête était totalement blessée. Et c'est là où je veux parler de cette bête-là, qui était avant inoffensive. Et là, la bête s'est retrouvée, je dirais, sans force. Vous savez, le Congo n'a pas eu de chance. Parce qu'il n'a pas, je dirais, rencontré les hommes politiques, je dirais, des visionnaires. Jusqu'à présent, le Congo n'a eu que des gestionnaires. Alors, celui qui pouvait être un visionnaire, je dis bien, excusez-moi, parce que souvent les gens magnifient Lumumba, magnifient Kasavubu, magnifient ceci. Mais je dis que ce soit Lumumba, que ce soit Kasavubu, que ce soit Tshombe, il n'y a pas eu de visionnaire. Vous avez eu que des gestionnaires, ou encore des gestionnaires incompétents. Ça va choquer peut-être, mais je peux dire ce que je pense. Je trouve que Lumumba n'était pas compétent, je trouve que Kasavubu n'était pas compétent, je trouve que tous les politiciens que les Congolais ont connus jusqu'aujourd'hui, il n'y en a eu aucun qui était compétent. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, parce qu'ils étaient animés, je dirais, la volonté, parce qu'ils aimaient leur pays, mais aimer ton pays ne te donne pas la compétence de diriger ce pays, ou de bien diriger ce pays. Bonjour à tous et surtout merci pour votre fidélité à cette émission Échange. Il y a une maxime populaire qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse seront écrites par les vainqueurs. Les Congolais l'ont compris, ces derniers temps ils écrivent de plus en plus beaucoup sur leur pays qui traverse une situation extrêmement difficile. Et c'est dans ce cadre que nous venons voir un monsieur qui n'a pas une longue histoire d'écriture, dont c'est peut-être la première. Il s'agit de monsieur Marino Bayamboudila. Marino Bayamboudila a écrit un ouvrage qui, de mon point de vue, est très intéressant, qui s'intitule « Les peuples des ténèbres sont venus nous asservir ». Un ouvrage qui décrit de façon, avec une démarche intellectuelle
assez originale, une méthodologie que je qualifie d'innovant, la situation actuelle du Congo. Bonjour Monsieur Marino Bayamboudila. Bonjour Karoui. Bon, votre nom Bayamboudila, donc il faut abandonner, mais vous n'avez pas abandonné le Congo? Non, jamais, c'est notre identité, on ne peut jamais abandonner le Congo. Comme je le disais à l'intro, c'est votre premier ouvrage? Bien sûr, c'est le premier, et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et vous répondez là-dedans pourquoi vous l'avez écrit. Moi je vous pose quand même la question, moi je l'ai lu. Et vous y répondez, pourquoi avez-vous écrit cet ouvrage? Ou pourquoi l'envie d'écrire cet ouvrage? Alors, c'est pour gagner le temps. Je pense que cet ouvrage est là pour donner de la matière aux Congolais. Parce que nous, Congolais, nous devons modeler notre histoire. Nous devons la façonner, nous devons, je dirais, la féconder. Nous devons extirper de notre histoire, je dirais, les enseignements pour ne plus réciter à tout moment de l'histoire. Parce que la situation que le Congo traverse ne nous est pas tombée du ciel. Alors c'est une longue déliquescence, je dirais, de trahison, d'abandon, des oublis, qui fait qu'on n'arrive plus à lire l'histoire comme on devait le faire. Donc, ça donne de la matière aux Congolais pour bien féconder notre histoire, bien l'appréhender, je dirais, l'apprivoiser complètement. Alors, lorsque je parlais des démarches intellectuelles assez innovantes, vous êtes parti d'une prophétie du prophète Simon Kimbangu et d'un verset biblique, Apocalypse 13, chapitre 13, verset 1 à 3, et vous avez développé toute votre thèse avant de conclure avec les perspectives d'avenir. Alors, en filigrane, lorsqu'on lit l'ouvrage, on voit à la fois quelqu'un qui cherche à comprendre les racines profondes de l'histoire, je vais dire, spirituelle du Congo, les causes spirituelles, les causes politiques, les causes sociologiques. C'est ce qu'on voit un peu en filigrane. Oui. Alors, en commençant par une prophétie d'un prophète, donc quelque chose qui n'est pas vérifiable, n'avez-vous pas, ne vous êtes pas, ou n'avez-vous pas craint qu'on puisse ne pas prendre votre ouvrage au sérieux en disant que c'est conçu sur du sable? Vous savez, je considère que l'histoire, c'est nous qui devons l'écrire. Faux ou vrai, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est de donner une identité aux Congolais. Parce qu'au Congo, les peuples n'existent pas. Alors, pour qu'un peuple existe, il faut des références. Et je pense que Simon Kimbangu est un référent très utile pour créer une nation. Et je dirais ceci, c'est que c'est un livre un peu qui parle des relations internationales. Parce que nous devons comprendre une chose, nous sommes dans le monde. Et si nous ne venons pas vers le monde nous rattrapera. Nous devons construire le Congo en ayant conscience du monde. Nous devons trouver notre chemin en ayant conscience du monde. Vous savez, le Congo vit une situation, je dirais, très frustrante. Mais je dirais qu'on garde l'espoir. Parce que si le Congo vit cette situation, c'est parce qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés qui circulent librement. Avant la colonisation, avant l'esclavage, le monde est venu vers le Congo. Mais sauf que nous n'avons pas eu des outils, nous ne sommes pas préparés, je dirais, à appréhender, à féconder le monde extérieur. C'est une concurrence que nos ancêtres, je dirais, n'ont pas eu la velléité d'affronter. Mais nous, avec les écritures, avec des livres, nous pouvons aujourd'hui écrire notre histoire et créer des référents comme Simon Kimbangu. Il n'y a pas que Simon Kimbangu. Vous avez parlé aussi de Kimpa Vita. J'ai parlé de Kimpa Vita, j'ai parlé de tout ce monde, mais d'abord pour donner une identité aux Congolais. Pour savoir que le combat d'hier, c'est le combat d'aujourd'hui. Alors la prophétie de Lumumba, c'était laquelle? Alors, la prophétie de Lumumba, c'est une prophétie, je dirais plutôt la lettre à ses enfants. Et là, je considère que c'est une lettre pour tous les Congolais.
Écrite en 1921. Écrite en 1900, voilà. Et Lumumba a... Non, plutôt le Kimbangu, en 1921. Oui. Parce que après vous avez récupéré les discours de Lumumba, qui, lorsqu'on met en perspective les deux, les discours de Lumumba apparaissent comme le pendant de cette prophétie de Simon Kimbangu. Alors, on parlait de la prophétie de Simon Kimbangu. Oui, alors, vous savez, cet homme, Simon Kimbangu, je pense que c'est un clairvoyant. C'est quelqu'un qui a vu les choses de loin. Et c'est là où le politicien congolais pêche, parce qu'il n'y travaille pas assez. Je dis toujours une chose, et je le crois fermement, c'est que notre aptitude à partager ce que nous connaissons du Congo, ces partages doivent nous conduire, je dirais, à bien lire notre histoire. Pourquoi? Parce que tant que, je dirais que la situation du Congo nous sera inintelligible, nous aurons du mal, je dirais, à agir. Il faut que nous parvenions à rendre cette situation intelligible, écrire dans le bouquin, donner à la génération future la matière pour bien appréhender. Et je pense que c'est ce que Simon Kimbangu va essayer de faire. Dans la prophétie que vous devez nous rappeler, voilà. L'homme blanc deviendra. C'est une prophétie que tout le monde connaît. Mais l'homme blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc. Voilà. C'est pas par rapport à la couleur de peau, c'est par rapport au statut. C'est par rapport au statut. L'homme blanc qui domine le monde, demain il sera dominé, et l'homme noir qui est dominé, demain sera dominant. Alors, vous savez, quand j'écrivais ces livres, je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument dominer l'homme blanc. Mais j'ai compris une chose, c'est que les Noirs, nous ignorons que nous sommes dans une guerre de civilisation. Et que les Blancs sont conscients de ça. Les Arabes aussi, on est conscients. Même les Asiatiques, hein, les Chinois notamment, avec le confucianisme. Voilà. Donc nous, le Noir, je dirais, c'est un paramètre que nous prenons en compte. Et c'est là où je vais interpeller les Noirs en disant que Simon Kimbangu va commencer un travail. Et nous devons finir ce travail. Nous devons avoir en tête que nous sommes faits aussi pour régner. L'homme noir a dominé le monde avant que le blanc domine. L'histoire de l'Égypte, c'est une histoire noire, même si aujourd'hui cette histoire est bafouée, mais c'est une histoire noire. Comme l'a dit Cheikh Anta Diop. Comme l'a dit Cheikh Anta Diop, évidemment. Alors, là, vous êtes parti de cette prophétie et la deuxième prophétie que vous avez utilisée, c'est ce qu'il y a dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 3. C'est que Saint Jean ou l'apôtre Jean a écrit depuis l'île de Patmos en Grèce et où il parle d'une bête qui a deux corps. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi cette prophétie? Alors, parce que en lisant ces livres d'Apocalypse, j'ai l'impression de vivre la situation du Congo. Vous savez, je me mets à la place de riverain du royaume Congo. Lorsque, je dirais, le blanc arrive, vous voyez, à mon avis, ces gens-là n'ont jamais vu de bateau à vapeur, n'ont jamais vu un blanc. Je suppose qu'il y a un brouillard dans le fleuve et qu'ils aperçoivent de loin un bateau à vapeur. Pour eux, ils disent, mais c'est quel monstre qui sort du fleuve? Donc ils étaient stupéfaits, effarés, parce que nous, l'homme noir, nous sommes curieux de comprendre ce qui se passe. Et je dirais que derrière cet événement, il y avait des choses, je dirais, malheureusement frustrantes qui arrivaient. C'est que derrière ces bateaux à vapeur, il y avait les Occidentaux avec les agendas cachés. Et je mets la liaison avec ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Ce que vous avez, le monstre marin. Si vous lisez bien ces livres d'Apocalypse, vous verrez qu'il y a eu deux bêtes. La première bête était blessée. Alors la première bête, c'est le premier événement qui est arrivé. La deuxième, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les multinationaux et les voisins de Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais. Et vous l'avez suffisamment documenté. Donc la première corne pour vous, c'est la communauté internationale. Et vous datez leur arrivée vers le 15e siècle, lorsque Diego Cao est arrivé. Voilà, alors c'est pour ça que le Congolais ou les Africains ignorent. Moi, je considère que la communauté internationale en Afrique est arrivée en ces moments-là.
C'est à ce moment-là que l'Afrique, je dirais bien la nouvelle Afrique, se confronte au monde occidental. Parce que lorsque les Occidentaux arrivent en Afrique, ils n'arrivent pas parce qu'ils avaient envie de découvrir l'Afrique, parce qu'ils avaient des intérêts. Le mercantilisme régnait déjà en Occidentaux. Et ces gens-là, ils cherchaient de nouvelles, je dirais, objectifs commerciaux. Ils voulaient faire des richesses, des intérêts. Et il fallait chercher de nouveaux endroits où exploiter. Et lorsqu'ils arrivent en Afrique, c'est pour exploiter, c'est pas parce qu'ils aimaient les Noirs, c'est pas parce qu'ils aimaient l'exotisme, non, c'est parce qu'ils cherchaient les débouchés économiques. Et là, ils nous ont bien exploité parce que vous l'avez bien documenté, surtout sur le plan historique, étape par étape. On voit tous les événements et mis en perspective en plus. Oui. Alors, je reviendrai au préalable, c'est les relations internationales. Le monde se confrontant aux pays africains, plus particulièrement au Congo, c'est que nous, en tant que Congolais, nous n'avons pas eu l'intelligence de comprendre ce qui s'est passé en ces moments-là. Nous n'avons pas eu, je dirais, l'intelligence de comprendre que ces gens-là qui sont en face de nous, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Nous n'avons pas été préparés. Nous n'avons pas été, je dirais, nos ancêtres, peut-être, ils ont eu ces défauts-là. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la capacité de nous documenter, de lire et de comprendre ce qui se passe actuellement. Alors, vous l'avez réparti l'arrivée de la communauté internationale dans la perspective des relations internationales. Vous l'avez réparti en période, il y avait l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Pour vous, quelle est la période la plus néfaste? Alors, la période la plus néfaste, toutes les périodes sont néfastes. Alors, je vais dire que l'arrivée des Occidentaux en Afrique, c'est un mal, je dirais, vraiment qui a détruit l'Afrique. Mais si je pouvais faire un choix, je pense que la période d'esclavage était une période, je dirais, très nocive pour les Congolais. Parce que déjà les bassins centrales du Congo n'avaient pas beaucoup d'habitants. Perdre 17 millions de Congolais, croyez-moi, c'est l'avenir d'un pays. Je dirais, c'est la richesse d'un pays. Parce que la première richesse d'un pays, ce n'est pas les ors, ce n'est pas les diamants, mais c'est la valeur humaine. C'est les hommes qui sont sur place. Les fantômes du roi Léopold II, livre hyper connu, et Ben Affleck est en train de préparer un film là-dessus, voilà, qui va sortir très bientôt, Les fantômes du roi Léopold II. Voilà. Alors, pendant la période coloniale, toutes les guerres qui ont précédé juste avant les indépendances, vous les avez très documentées. Avez-vous la formation d'un historien? Parce que c'est vraiment, on apprend beaucoup, hein. Les anecdotes, les petites, c'est bien documenté. Oui, parce que je suis un autodidacte aussi en histoire, même si je suis juriste de formation. J'ai fait du droit à Paris 5, René Descartes, jusqu'en master. Mais je me suis formé en histoire, dans l'anthropologie, pour comprendre un peu ce qui se passe en Afrique. Et c'est là où j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert l'idée première des Occidentaux de venir en Afrique, qu'ils ne venaient pas pour autre chose, parce qu'ils cherchaient les trésors du prêtre Jean. Et c'était la légende qui était en vogue en ces moments-là en Europe, et qu'il y avait quelque part un prêtre Jean qui avait des richesses, et d'autres qualifieront même de la cachette du roi Salomon. Et il fallait trouver justement cette cachette. Voilà les idées premières. C'est qu'ils viennent pour des raisons, je dirais, économiques et non pour des raisons humanitaires. Alors c'est pourquoi lorsque j'entends un discours que pour régler nos conflits au Congo, il faut faire appel aux Occidentaux, je pense que c'est un discours irresponsable, bête, impuissant, et que ce discours n'a rien à faire au Congo. Ça ne nous rapporte aucune tranquillité, aucun réconfort. Ces gens-là doivent évacuer la scène et nous, Congolais, nous ne devons compter que sur nous parce que les Occidentaux sont là pour les intérêts économiques et non pour nous, les Congolais.
pour nous-mêmes. Et à propos des intérêts économiques, on remarque que vous mettez comme antagonistes les États-Unis et l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que les États-Unis se retrouvent comme un acteur dans les marchés de la subjugation, appelons ça marchand. Alors, et là aussi, c'était pour, je dirais, dire des vérités qui sont souvent parfois oubliées. C'est que au départ, en 1845, lors de la conférence de Berlin, les États-Unis commencent à peine à devenir une grande puissance. Parce qu'à l'époque, vous avez l'Angleterre, vous avez la France, qui sont des grandes puissances. Les États-Unis commencent à le devenir. Donc les États-Unis, je dirais, ne pesaient pas trop sur les débats. Mais son objectif, c'était de devenir un jour très grand. Alors, il a laissé aux Occidentaux le soin de partager l'Afrique. Mais les États-Unis veillaient sur le Congo. Les États-Unis connaissaient le potentiel du Congo. Et il attendait le moment favorable pour lui pour mettre la main sur le Congo. La seule chose qu'il a réussi à obtenir auprès de Bismarck, c'est que les États-Unis pouvaient commercer aussi comme les autres pays au Congo. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont vu l'importance que le Congo pouvait avoir dans le monde. Et c'est là, les gens pensent que la chute du Congo commence dans les années 90, la chute de Berlin. Non, la décision pour les Américains n'est pas la chute de Berlin, n'est pas la destruction du mur. Parce que la Russie a été vaincue avant 90, avant 89. Les États-Unis avaient compris depuis 1983 que la Russie n'était plus une force. Après, les choses allaient se suivre logiquement comme nous avons vu en 90-89. Depuis 1985, les États-Unis avaient déjà un plan pour mettre la main sur le Congo démocratique, l'ancien Zaïre. Et tous les plans des Américains depuis 1985, c'était le Congo. Ils ne voyaient que le Congo. Alors, sauf que le Congo était un précaré français. C'est la France qui était nommée par la puissance pour, après la Deuxième Guerre mondiale, je dis bien, pour gérer le Congo. Les accords de prévention. Voilà. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore la Belgique, mais après la Deuxième Guerre mondiale, la France a pris le relais. Mais les Américains ne supportaient plus de passer par la France. Ils voulaient avoir une hégémonie totale sur le Congo. La première des choses que les Américains ont pensé, c'est de détruire la France. Au Congo, il y a eu une guerre entre la France et les États-Unis. Dans le livre, je rappelle les paroles que François Mitterrand a dit. Il a dit, nous sommes en train de combattre un grand combat contre les Amériques. Il y aura des morts. Mais sauf que ces morts-là n'étaient pas les morts occidentaux, c'était les morts congolais. François Mitterrand avait conscience que les États-Unis veulent dégager la France du Congo. Alors, les États-Unis ont tout fait pour créer tout ce que vous voyez aujourd'hui, la guerre entre Rwanda, Tutsi, Hutu. Ce n'est pas un fait de Belge, ce n'est pas un fait, c'est les États-Unis depuis 1985. C'est un plan qu'ils ont tracé dès le départ. Après, comme les politiciens congolais ne travaillent pas assez, c'est pourquoi je reviendrai sur ce mot Kimbangu, ils ne voient pas de loin ce qui se passe. Depuis 1985, nous aurons dû savoir que les États-Unis veulent mettre la main sur le Congo. Les États-Unis ont commencé par demander la démocratisation des pays africains. Ce n'était pas contre l'Afrique, c'était parce qu'ils faisaient bouger la France. Parce qu'ils savaient que la France soutenait les dictateurs africains. Et comme ils avaient manœuvré en soubassement pour les indépendances des pays africains contre l'Europe, vous le démontrez d'ailleurs dans l'ouvrage. Voilà, donc ils ont commencé un plan. Dès le départ, ils savent ce qu'ils étaient en train de faire. Mais sauf que moi, ce n'est pas la France qui, aujourd'hui, dans mon livre, est très important. Moi, c'est la conscience africaine. Moi, c'est plutôt les Congolais de savoir lire leur histoire pour bien la féconder, pour bien la pénétrer, pour faire gagner les temps à la jeunesse, de lire ces bouquins et qui connaissent leur histoire
pour bien faire en sorte de ne pas chuter, de réussite inutile. Alors là, nous parlons toujours de la première corne de la bête, selon la prophétie qui est dans Apocalypse 13, 23. Alors là, on voit quand même deux choses. Il y a les relations Europe-Amérique, où l'Europe s'est endettée auprès de l'Amérique, mais en donnant comme caution les Congo. Voilà. Et comme ils étaient incapables de payer, donc l'Amérique a récupéré le Congo. Oui. Ça, c'était le premier aspect. Et l'autre aspect, c'était relations États-Unis-Russie, parce qu'il y a une thèse qui dit que la guerre froide a commencé au Congo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, la guerre, je suis très content parce que je vois que vous avez lu attentivement le bouquin. Ben, je suis un professionnel, je fais des livres et des ouvrages. Ça me fait plaisir. Je vois que vous avez vraiment pris le temps de lire ce bouquin, ça me fait plaisir. La guerre froide a commencé au Congo. Effectivement, la guerre froide a commencé au Congo. Parce que la Russie aussi a compris l'importance du Congo. Et pour les Américains, il ne fallait pas du tout laisser la Russie, le Congo tomber entre les mains de la Russie. Alors, vous savez, les pays occidentaux ont compris une chose que les pays noirs n'ont pas encore compris, c'est que c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Les Américains, comme les Français, comme les Anglais, ils ont compris l'importance du Congo mieux que les Congolais. Les Congolais, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore compris la richesse qu'ils ont. Avoir ces grands pays, c'est une richesse. Ils n'ont pas encore eu conscience de ça. Mais quand je vois messieurs, je ne sais pas si je peux me permettre de le citer, messieurs Honoré Ngouanda, que je ne connais pas, j'aime lire ce bouquin parce qu'il rappelle aux Congolais ce qu'ils ont comme pays, et que le Congo attire la convoitise du monde depuis des siècles. Quand on veut être une grande puissance, il faut détenir le Congo. La Russie aspire à être une grande puissance, la Russie a besoin du Congo. Les États-Unis aspirent à être l'unique grande puissance, les États-Unis ont besoin du Congo. Donc, toutes ces puissances-là, lorsqu'ils ont compris pour arriver à dominer le monde, il fallait commencer par le Congo. Et les États-Unis ne pouvaient pas permettre que la Russie mette la main sur le Congo. Et c'est ça le plus grand, je dirais, malédiction pour le Congo. Vous savez, ça me fait rappeler une phrase d'Aimé Césaire qui disait ici, il disait que la malédiction la plus commune, c'est d'être la dupe de bonne foi de l'hypocrisie collective. Pourquoi? Parce que elle est habile à donner, à mal poser le problème pour légitimer les solutions les plus odieuses qu'on apporte à ces problèmes. Et c'est ça que les Occidentaux font aujourd'hui. Le problème du Congo est tellement mal posé. Les politiciens congolais ne travaillent pas assez, posent mal le problème du Congo, et du coup, on ne s'en sort pas. C'est pourquoi, au préalable, j'ai dit une chose, si on rend la crise du Congo intelligible, c'est là où nous parviendrons à donner des solutions et on aura une capacité d'agir. Tant qu'elle sera inintelligible, on n'aura pas une force d'action. Voilà. Alors, dans la prophétie, la bête était blessée, mais la bête a été guérie. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie, bête blessée, bête guérie? Bête blessée par la décolonisation, oui. Le mouvement de décolonisation, et toutes les grandes puissances coloniales, les Africains ont vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vu le Belge, le Français KO, les gens qu'ils considéraient comme des gens imbattables. Et là, ils se rendent compte que non, dis donc, ces gens-là peuvent aussi tomber. Disons qu'ils avaient des défaillances. Ils avaient j'ai démontré dans une conférence qu'on a tenue dernièrement à Sassou. Voilà. Et en même temps, pousser les États-Unis pour la décolonisation, et la bête n'avait plus la force qu'elle avait. Et en ces moments-là, la bête était totalement blessée. Et c'est là où je veux parler de cette bête-là, qui était avant inoffensive. Et là, la bête s'est retrouvée, je dirais, sans force. Et cette bête, bien sûr, a été guérie. Cette bête a été guérie comment? Parce que la bête, si vous lisez la Bible, vous comprendrez que le pouvoir de la bête a été changé. Oui.
c'était plus le même pouvoir. Donc, cette bête qui arrive après, c'est une bête, l'impérialisme américain. Donc, la deuxième bête, c'est l'impérialisme américain, comme vous le démontrez. Voilà. Et cet impérialisme américain au Congo, je ne parle pas au monde, mais je me fixe au Congo. Et cette bête n'est pas venue seule, parce que cette bête avait des adorateurs. Et ces adorateurs, c'était qui? Ces adorateurs, c'est tous les pays anglo-saxons et même les voisins du Congo qui font le travail pour cette bête dans notre pays. Et c'est ça le malheur du Congo. C'est que tout le monde sait qu'est-ce que le Congo, mais les Congolais ne savent pas encore qu'est-ce que le Congo. Et je dirais, ce n'est pas seulement mon travail, mais c'est le travail de tous ceux qui ont la possibilité, l'aptitude de transmettre ce qu'ils sont du Congo, de donner la matière afin que le Congolais puisse appréhender, j'aime trop dire ces mots, féconder leur histoire. Et là, vous faites une double lecture entre cette prophétie-là et celui de Simon Kimbangu, la fin de la bête, et comment l'homme noir deviendra l'homme blanc, mais dans des grandes tribulations. Et ces tribulations-là, c'était déjà la décolonisation et la guerre qui s'en est suivie. Voilà. Et une classe politique quand même assez corrompue, et qui bosse pour les Occidentaux. Oui, alors c'est là où il y a un peu une contradiction, une ambivalence. C'est que je crois que ce qui arrive au Congo, c'est un mal nécessaire. Je crois que c'est dans ces moments comme ça qu'un peuple naît. Je pense que c'est le plus grand, c'est un malheur, mais c'est le plus grand bien qui pouvait arriver aux Congolais. Parce que là, ça nous demande d'aller puiser à l'intérieur de nous, je dirais, la force et les aptitudes à gagner ces combats. Parce que j'ai l'optimisme de la combativité. Je crois en une chose, c'est que nous finirons par gagner ces combats. Parce que l'éveil patriotique que je vois chez les Congolais actuellement, je pense que c'est la plus grande richesse qu'un peuple peut avoir actuellement. Et c'est ça la contradiction. C'est que ce malheur, c'est un bien fou pour les Congolais. Et pour la deuxième bête, là vous avez démontré, mais de façon historique, méthodique, assez documentée, l'arrivée de l'AFDEL et tous les événements tout autour. En fait, la même démarche que vous avez faite pour les indépendances avec tous les partis politiques, la BACO, le CONACAT, vraiment tous les partis politiques, les acteurs de l'époque, comment les choses se sont passées, l'armée congolaise de l'époque coloniale. Là, vous avez repris la même démarche avec l'AFDEL de façon très documentée jusqu'à tous les dialogues. Je vous répondrai, Kervin, laissez-moi revenir un peu sur la classe politique congolaise. C'est la question que vous avez posée précédemment. C'est que la classe politique congolaise a échoué. Elle est médiocre. Et je pense qu'il faut renouveler cette classe politique. Je prends souvent l'exemple, c'est très dur ce que je vais dire, je prends souvent l'exemple du Ghana. Le Ghana a su le faire. C'était pas facile, mais le Ghana a su le faire, renouveler toute la classe politique. C'est vrai qu'il y a eu des assassinats, c'est vrai qu'il y a eu des meurtres, mais je pense que c'est un chemin où le Congo doit passer. Et il faut qu'on en soit capable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur nos politiciens. Parce que toute la famille politique est corrompue. Toute la famille politique congolaise est compromise. Alors, il n'y a rien de bon à en tirer. Je dis bien rien de bon à en tirer. Pourquoi? Parce que c'est une génération, je dirais, remplie d'antivaleurs. Bon, je n'ai pas envie de citer les noms ou de dire qui a commencé, parce que ce n'est pas le moment de donner de tort à tel ou à un tel. Mais chacun de nous doit être conscient que le nouveau travail que nous devons faire, c'est de commencer à changer la famille politique. Les Congolais ne doivent pas donner sa confiance à n'importe qui, n'importe comment. Parce que celui-là a peut-être beaucoup de richesses que les autres, parce que celui-là a un nom, parce que celui-là a je ne sais quoi. Mais il faut laisser la place à la compétence. Parce que si je regarde le Congo aujourd'hui, je suis désolé.
c'est une classe politique médiocre, pas compétente du tout. Voilà. Alors pour revenir à votre question, oui. Que vous avez demandé, vous savez, le Congo n'a pas eu de chance parce qu'il n'a pas, je dirais, rencontré les hommes politiques, je dirais des visionnaires. Jusqu'à présent, le Congo n'a eu que des gestionnaires. Alors, celui qui pouvait être un visionnaire, je dis bien, excusez-moi parce que souvent les gens magnifient Lumumba, magnifient Kasavubu, magnifient ceci. Mais je dis que ce soit Lumumba, que ce soit Kasavubu, que ce soit Tshombe, il n'y a pas eu de visionnaire. Vous avez eu que des gestionnaires, ou encore des gestionnaires incompétents. Ça va choquer peut-être, mais je peux dire ce que je pense. Je trouve que Lumumba n'était pas compétent, je trouve que Kasavubu n'était pas compétent, je trouve que tous les politiciens que les Congolais ont connus jusqu'aujourd'hui, il n'y en a eu aucun qui était compétent. Ils ont essayé de faire comme ils pouvaient, parce qu'ils étaient animés, je dirais, la volonté, parce qu'ils aimaient leur pays, mais aimer ton pays ne te donne pas la compétence de diriger ce pays, ou de bien diriger ce pays. C'est là où nous devons faire la différence. Le Congo aujourd'hui a besoin de visionnaires. Depuis les indépendances, tous les hommes politiques congolais ont été dupés. C'est pourquoi j'ai dit une chose, et ça, personne ne peut me contredire, c'est que la malédiction, la phrase de Césaire, la plus commune, c'est quoi? C'est être la dupe de bonne foi, d'une hypocrisie collective. C'est que depuis la colonisation, nous avons été à chaque fois dupés. Table ronde, le Congo n'a jamais eu possession de son devenir. Nous avons été contrôlés depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. À aucun moment nous avons trouvé une liberté. Même pendant que je vous parle aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai détesté une phrase, je dirais, populaire que le feu Étienne Tshisekedi disait, les décideurs, les décideurs. C'est une phrase qui m'insupporte. Parce que cette phrase me rappelait qu'on est toujours enchaîné. On est dans l'esclavage. Que le Congolais ne peut rien faire de son devenir. Et qu'à chaque fois nous devons regarder vers les Occidentaux. Et je considère que appeler l'aide aux Occidentaux, comme je disais, table ronde, il fallait que les Occidentaux nous fassent asseoir, tous les différents, je dirais, réunions entre Congolais, que les Occidentaux fassent nous asseoir. Non, c'est des pompiers pyromanes. Ils détruisent. Vous savez, rien n'a changé. Hein? C'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Irak, dans tous les pays où il y a le feu. C'est qu'ils créent des situations, ils essaient de porter après les solutions. Mais c'est une duperie totale. Et c'est la prison dont le Congo se trouve jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en prison. Et l'objectif de ce bouquin, c'est de nous dire comment sortir de cette prison où nous nous trouvons. Voilà. Et là, il y a des éléments, des pistes, des solutions qui sont données dans l'ouvrage. Dans la dernière partie, la souveraineté. La souveraineté. Parce que, bon, à part l'introduction, il y a les deux parties où vous parlez des deux bêtes, la communauté internationale, ensuite les anglo-saxons avec les États-Unis, et vous parlez maintenant de souveraineté. Pourquoi l'envie de parler de cette souveraineté? Vous savez, Kevin, même si c'est ce qu'on a perdu en fait. C'est ce que je réclame. Nous avons, dès le moment où les Européens, les Occidentaux ont foulé les pieds en Afrique, nous avons perdu notre souveraineté. Et souvent même nous l'avons vendue. Mais faire quelque chose dans l'ignorance n'est pas une faute. Mais rester dans l'ignorance devient une grave faute. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et diabolique, voilà. Et dès le moment où les Occidentaux sont arrivés au Congo, nous avons perdu notre souveraineté. Nous n'avons jamais su décider de nous-mêmes, nous n'avons jamais su décider de notre avenir. Les gens ont fait pour nous, comme si nous étions des enfants. Alors ne nous étonnez pas, quand nous avons un enfant à la maison, c'est les parents qui s'occupent des enfants. Vous lui dites comment s'habiller, quand est-ce qu'il faut se laver, quand est-ce qu'il faut se déshabiller. Et c'est ce qui se passe au Congo. On nous dit quand c'est réveillé, quand c'est lavé, quand c'est déshabillé et quand il faut dormir. Et souvent, ils utilisent nos frères congolais pour nous donner ces instructions. Et avant, je pensais que c'était quelque chose qui est lié à l'esclavage, à la colonisation, les rapports entre maîtres et puis le gouverné. Mais je me suis rendu compte que
ça n'a rien à voir avec l'esclavage, la colonisation. C'est que c'est un problème qui est lié, je dirais, à nous-mêmes. Vous savez, le Congo est tellement grand. Pour trouver la cohésion entre tout le Congolais, c'est difficile. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, en 59, à 4 janvier 59, lorsqu'il y a eu la marche organisée par la BACO, qui a donné après l'indépendance, à Kinshasa, plus de la moitié de la population était des BACO. Pour trouver la cohésion, c'était facile. Mais aujourd'hui, vous avez tous les tribus du Congo se retrouvent à Kinshasa, chacun avec, je dirais, ses sensibilités diverses. Pour trouver la cohésion, ça devient difficile. Alors, le plus grand défi pour nous Congolais, c'est de savoir comment trouver la cohésion entre tout le peuple du Congo pour s'en sortir de la situation où nous nous trouvons actuellement. Vaste chantier. Vaste chantier, mais cela nous impose. Nous devons le faire. Parce que si nous ne réussissons pas à le faire, ça sera notre échec. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis du Bas-Congo, mais je suis fier des gens de l'Est. Parce que je me dis, si ces gens-là n'existaient pas, le Congo aujourd'hui ne serait pas là. Aujourd'hui, moi, je rends hommage, et c'est ce qui me plaît souvent dans mon bouquin, et si vous avez lu les premières pages, je rends hommage à tous ces gens-là de l'Est. Je rends hommage à ces gens-là qui souffrent plus que nous. Aujourd'hui, je me sens plus de l'Est que d'autres choses, parce que le Congo se peut. Monsieur Marino Bayambodila, comment voyez-vous l'avenir du Congo? Merveilleux. Je suis optimiste. Je vois l'avenir du Congo briller. Je vois un Congo grand. Je vois un Congo, je dirais, retrouvé. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je vois ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora, même au Congo. Les Congolais ne sont plus les Congolais d'hier. Les Congolais écrivent, les Congolais lisent, les Congolais s'instruisent. Et c'est la grande différence du Congo d'hier. Et quand je vois le mouvement, par exemple, de résistants, les mouvements de combattants, d'autres mouvements de pression, c'est des choses qui me donnent encore de l'espoir. Et quand je regarde, par exemple, nos compatriotes de l'Est, je dirais cette volonté de donner leur propre vie pour le Congo, ça me fait chaud au cœur. Et j'ai souvent envie de les rejoindre, ces gens-là. Alors, monsieur Marino Bayambodila, ce que vous dites là, c'est basé sur quoi? Sur le fait que vous croyez à la prophétie de Simon Kimbangu, ou c'est basé sur des éléments objectifs? Parce que là, vous n'avez cité que des éléments objectifs. Alors, c'est à la fois objectif et subjectif, ou c'est exclusivement là au détriment de l'autre? Vous vous basez en fait sur quoi? Vous savez, sur le fait que vous croyez à la prophétie ou seulement sur les éléments objectifs? Alors, je vais recommencer à vous dire ceci. Je suis un homme très rationnel. Que la prophétie soit fausse ou vraie, ça n'a pas d'importance pour moi. Mais je considère qu'un peuple doit avoir des attaches, doit avoir des éléments pour s'attacher. Notre propre histoire, nous devons la crier. Je vous ai dit, nous devons la modeler. Nous ne devons pas laisser notre histoire modelée par les autres. Vous avez dit une très belle phrase de mission. C'est des phrases qui comptent. Je crois aux prophéties de Simon Kimbangu parce que ça me permet de m'attacher à quelque chose. Et je crois aux éléments objectifs. Pourquoi? Parce que c'est des faits qui se déroulent et qu'en tant que quelqu'un de rationnel, ces faits-là comptent beaucoup. Mais nous ne devons pas ignorer, nous sommes des Bantous. Et en tant que Bantous, le côté spirituel, c'est quelque chose
qui fait partie de notre identité. Et que nous devons reconquérir. Et que nous devons reconquérir tout en restant... Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la rationalité et le spirituel. Même si le mot semble contradictoire, mais je pense qu'il y a un moment où ces deux choses se retrouvent. Et on peut être rationnel et respecter nos traditions, respecter nos ancêtres. Et vous savez, l'histoire des Occidentaux est faite de légendes. Est-ce qu'une légende est une vérité? Mais ils y croient. Et à propos des Occidentaux, les peuples des ténèbres dont vous parlez, c'est eux. Alors, les peuples des ténèbres, c'est les Occidentaux. Je le dis clairement, c'est les Occidentaux. Parce que ces peuples des ténèbres, leurs actions, tous les actes que ces peuples ont fait au Congo, ce ne sont que des actes qui ont causé du tort et le malheur aux Congolais. C'est des actes de ténèbres. Je ne vais pas l'étaler ici. Couper les bras, assassiner les enfants. J'incombe même les actes de l'Est à ces hommes des ténèbres, parce que c'est eux qui financent toutes les armées, les forces négatives qui sont à l'Est, financées par les multinationales. Je ne connais pas un pays africain qui a des multinationaux comme les Occidentaux. Ils financent des guerres à l'Est. Ils, comment dirais-je, ils sont là, c'est eux qui ont mis le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays pour, je dirais, détruire le Congo, pour exploiter le Congo. C'est ce peuple-là des ténèbres que nous devons savoir corriger nos relations avec eux. Savoir c'est quoi les relations que nous devons avoir avec ce peuple de ténèbres. Parce que nous sommes appelés à coexister. C'est pourquoi je dis une chose, c'est que nous devons avoir conscience du monde. C'est que même si on fuit le monde nous rattrapera. Nous devons trouver notre voie dans le monde. Nous n'avons pas appelé à ce que les Occidentaux arrivent au Congo. Nous sommes restés chez nous. Nous avons oublié que aujourd'hui, les déplacements, c'est la concurrence. Les gens sont venus dans nos villes, dans nos terres, dans nos territoires. C'est une concurrence. Nous aussi, notre jeunesse, s'ouvrir au monde, profiter de cette richesse, apprendre et revenir, ou même s'imposer dans l'Occident. Nous pouvons le faire, mais nous devons en être conscients. Ce sont souvent des politiques qu'une nation doit mener. Ce sont des politiques qu'une nation... Vous savez, les États-Unis, ici en France, recrutent les jeunes noirs, les jeunes français. Pourquoi les recrutent? Parce que pour ses besoins de prédominance. Mais est-ce que vous connaissez un État africain, peut-être ça existe, je ne sais pas, qui recrute les blancs pour ses besoins de prédominance? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Alors l'ouvrage, pour l'instant, on peut le trouver à des endroits, mais bientôt ça sera dans les librairies. Alors il y a le site Amazon, où on peut trouver l'ouvrage, et on peut aussi le trouver lulu.com. C'est un site qui vend des bouquins, qui est même l'éditeur aussi du livre. Ça s'appelle lulu.com. lulu.com. Voilà, c'est ça. Voilà, ce fut donc un énorme plaisir de changer avec Monsieur Marino Bayamoudila, qui nous a quand même expliqué l'ouvrage. Les peuples des ténèbres sont venus nous asservir, un ouvrage assez intéressant que je vous recommande. Et cela montre aussi une tendance qui était balbutiante, mais qui se consolide, des jeunes Congolais qui écrivent de plus en plus et qui prennent possession de leur histoire, car on a cité la Bible dans cet ouvrage. La Bible dit « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ». Grâce à Kerwin Dijon, à maïso.com, vous venez de découvrir l'existence de cet ouvrage. Lisez-la. L'histoire du Congo, les détails, pour les historiens, les détails, tout ce qui s'est passé avant les indépendances, c'est compilé au fait. Vous apprenez les détails, la guerre de l'Afrique, le dialogue intercongolais, tous ces petits détails qui vous permettent de mieux appréhender les choses, se trouvent dans cet ouvrage. C'était Kerwin Maïso, émission réalisée par Congo Lulendo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne journée.
Suivez, commentez, partagez.